Tu crois peut-être que tu es à l'abri parce que tu as 6 mois de nourriture chez toi. Peut-être un an, peut-être plus, et honnêtement, c'est déjà plus que la plupart des gens. Mais laisse-moi te dire quelque chose que beaucoup de préparateurs découvrent trop tard. Dans une vraie crise, avoir de la nourriture n'est pas le seul problème. L'un des principaux défis, c'est réussir à la garder. Parce qu'à chaque grande crise de l'histoire, les gens finissent toujours par chercher ceux qui ont des réserves. Toujours. Et ce n'est pas une théorie, c'est ce qui s'est passé au Venezuela, à Sarajevo, en Argentine, des supermarchés pillés, des camions alimentaires attaqués, des maisons ciblées, simplement parce que les voisins soupçonnaient qu'il y avait du stock à l'intérieur. Parfois, une simple odeur de cuisine pouvait suffire. Une lumière allumée dans un quartier plongé dans le noir, des sacs de courses répétés, des détails, de petits détails, et pourtant, c'est souvent comme ça que tout commence. Tu sais ce que presque personne ne te dit sur le moment où une société commence réellement à basculer? Ce n'est pas l'explosion, ce ne sont pas les sirènes, ce ne sont pas les scènes hollywoodiennes qu'on voit dans les films, non. Le vrai basculement, il est beaucoup plus discret, c'est un jeudi soir, vers 21h20. Tu rentres chez toi, tu passes devant le supermarché du coin, et pour la 3e fois cette semaine, les rayons du fond sont vides. Pas presque vides, vides. Et là, tu vois une femme, debout devant le rayon des conserves, c'est déjà plus que des gens, le dernier, et elle pleure en silence. C'est à ce moment-là que quelque chose change dans ta tête. Tu comprends soudain une chose, ton stock alimentaire, celui que tu as construit discrètement, pendant des mois, avec méthode, vient de devenir la chose la plus précieuse de ta vie, mais aussi la plus dangereuse à posséder. Parce qu'il y a une vérité que presque personne ne veut entendre. À chaque crise majeure, l'histoire répète exactement le même scénario, toujours. Et ce n'est pas forcément la crise qui détruit ton stock, ce sont les gens autour de toi. Le voisin, l'inconnu 3 rues plus loin, parfois même quelqu'un en qui tu avais confiance. Et avant que tu te dises « pas dans ma ville, pas chez moi », pas en France. Laisse-moi te montrer ce qui s'est réellement passé. Aujourd'hui, je vais te montrer comment protéger ton stock alimentaire en cas de crise majeure. Pas avec des fantasmes survivalistes, pas avec des scénarios de films, avec des stratégies concrètes, documentées, applicables dès cette semaine, basées sur des situations réelles. Cette stratégie, et reste bien jusqu'à la stratégie numéro 5, parce que c'est probablement la plus importante de toutes. Et pourtant, c'est celle que presque tout le monde néglige. Et si ce type de contenu te parle, laisse un j'aime, un boost et abonne-toi. Ça aide vraiment l'algorithme à pousser cette vidéo vers plus de personnes qui en ont besoin. On commence. Partie 1, ce qui se passe vraiment quand la faim m'arrive, on parle d'histoire réelle, pas de catastrophisme. Avant qu'on parle des stratégies, il faut comprendre une chose essentielle. Et c'est une chose que beaucoup de personnes refusent de croire. Quand un être humain n'a pas mangé depuis 48 heures, et que ses enfants non plus, il ne pense plus comme toi. Il ne raisonne plus comme toi. Il ne respecte plus les règles qu'il respectait avant. Pas parce qu'il est devenu mauvais, mais parce que son cerveau fonctionne différemment. Et ça, c'est documenté médicalement. Une privation alimentaire prolongée affecte le cortex préfrontal. La zone du cerveau qui gère l'inhibition, la moralité, le contrôle des impulsions, la prise de décision. Autrement dit, la faim peut profondément modifier le comportement humain. Et ce mécanisme, on l'a observé partout où la faim s'est installée. Venezuela, 2016, quand les camions sont devenus des cibles, à partir de 2016, la pénurie alimentaire au Venezuela atteint un point critique. Et là, quelque chose bascule. Des pillages éclatent dans le pays, des supermarchés sont attaqués en plein jour, des camions de livraison sont arrêtés sur les routes par des habitants ordinaires, puis vidés en quelques minutes. Dans plusieurs régions du pays, des habitants bloquent des routes pour intercepter les camions de livraison alimentaire. Des fermes sont attaquées, des dépôts alimentaires sont vidés en quelques heures. Ces faits sont rapportés par Associated Press, Reuters et Amnesty International. Mais voici le détail le plus important. Les reportages de l'époque montrent un schéma récurrent. Les personnes perçues comme ayant de la nourriture pouvaient devenir des cibles. Une lumière allumée, une odeur de cuisine, des signaux qui pouvaient attirer l'attention dans un quartier affamé, une lumière allumée alors que le quartier est dans le noir, une voiture qui rentre régulièrement avec des sacs, des signaux, toujours des signaux. Et peut-être que toi aussi. Tu en envoies en ce moment même sans t'en rendre compte. Sarajevo, 1992-1996. Maintenant, ferme les yeux 2 secondes et imagine. Tu vis dans une grande ville européenne. Un matin, l'eau ne coule plus, le lendemain, l'électricité s'éteint, puis les routes sont coupées, et lentement, tu comprends que ça va durer. Pas quelques jours, pas quelques semaines, 4 ans, 1425 jours exactement. C'est ce qu'ont vécu les habitants de Sarajevo entre avril 1992 et février 1996. Le plus long siège d'une capitale dans l'histoire moderne. Près de 400 000 personnes coupées du monde, sans approvisionnement régulier, sans supermarché fonctionnel, sans pharmacie normale. Et dans cette ville, la nourriture est devenue la ressource la plus convoitée, mais aussi la plus dangereuse à posséder. Les témoignages recueillis après la guerre, notamment dans la collection
collection Fama, la plus grande archive orale sur le siège, documente comment les habitants ont survécu. Argentine, 2001, la nuit où Buenos Aires a basculé. Et si tu penses encore que ça ne concerne que des pays instables, laisse-moi te parler de l'Argentine. Décembre 2001, l'Argentine était un pays riche, un pays occidental, avec une grande classe moyenne, des familles normales, comme la tienne. Puis en quelques jours, tout bascule. Le système bancaire gèle les comptes, les gens ne peuvent plus retirer leur argent, la monnaie s'effondre, et très vite, les saqueos commencent dans des pillages, des supermarchés pris d'assaut, pas par des gangs organisés, par des familles ordinaires, des pères, des mères, des gens qui voulaient simplement nourrir leurs enfants. Tu vois où je veux en venir? Le problème, ce ne sont pas les méchants. Le problème, c'est ce que certains êtres humains ordinaires peuvent devenir quand la faim s'installe. La frontière entre une personne normale et quelqu'un qui pille un magasin est beaucoup plus fine qu'on le croit. Parfois, elle peut tenir à 3 repas manqués. Et maintenant qu'on a posé ça, on peut parler de ce qui compte vraiment. Ce que toi, tu peux faire concrètement pour éviter que ton stock devienne une cible. Partie 2, les 3 erreurs qui transforment ton stock en cible. Avant qu'on parle des stratégies, on doit parler des erreurs. Parce qu'il y a une vraie chance que tu sois déjà en train d'en commettre au moins une. Probablement même sans t'en rendre compte. Et je préfère que tu le découvres maintenant tranquillement devant ton écran plutôt qu'un soir où il sera trop tard. Erreur numéro 1. Tu en as parlé à ta sœur, à ton meilleur ami, à un collègue, peut être même sur un groupe Facebook ou un forum de préparation. Et aujourd'hui, ça paraît sans conséquence. Personne ne s'en souvient, personne ne s'en soucie. Mais imagine la scène. La crise dure depuis 3 semaines. Les magasins sont vides depuis 10 jours. Ton beau-frère, à qui tu avais parlé de ton stock il y a 2 ans, est assis dans son salon. Ses enfants n'ont pas mangé depuis la veille, et soudain, il se souvient de toi. Lui, il a tout ce qu'il faut. Au début, il vient demander gentiment. Puis il insiste, puis il revient avec quelqu'un. Et là, tu te retrouves face à un choix que tu n'avais jamais imaginé devoir faire. La règle est simple et elle est non négociable. Ton stock ne doit être connu que des personnes qui en dépendent directement. Conjoint, enfant, point. Erreur numéro 2. Tu as tout mis au même endroit. Le garage, la cave, le grenier, une seule pièce propre et organisée. C'est satisfaisant à regarder, mais stratégiquement, c'est une catastrophe. Parce que cette pièce, c'est une cible unique. Un incendie et tu perds tout. Une inondation et tu perds tout. Quelqu'un découvre l'emplacement et tu perds tout. Les préparateurs expérimentés appliquent qu'une règle très simple. Diviser pour résister. Erreur numéro 3. Tu stockes en mode fier de mon travail. Des conserves empilées dans la cuisine. Des sacs de riz visibles dans le couloir. De grandes étagères dans le garage. Tout est bien rangé et bien étiqueté, c'est beau et c'est pratique. Mais c'est aussi une vitrine. Et maintenant, pose-toi cette question. Qui est déjà entré chez toi ces derniers mois? Le plombier, le livreur Amazon, le voisin, le copain de ton fils, la nounou, le technicien fibre. Tu as peut-être oublié ce qu'ils ont vu, eux probablement non. Et le jour où ils auront réellement faim, c'est ton adresse qu'ils auront en tête. Partie 3. Les 7 stratégies concrètes pour protéger ton stock. On entre maintenant dans la partie la plus importante. 7 stratégies, toutes inspirées de situations réelles et toutes applicables dès cette semaine. Sans matériel hors de prix, sans bunker, sans fantasme, juste du bon sens, de la méthode et de la discrétion. Stratégie 1. L'obsèque alimentaire. OPSEC, Operational Security, le terme vient du vocabulaire militaire. Mais l'idée est vieille comme le monde. Ne jamais révéler des informations qui pourraient être utilisées contre toi. Appliqué à ton stock, ça change tout. Tu ne parles pas des quantités, jamais, pas même à ton frère. Tu ne postes pas de photos, pas d'étagères, pas d'inventaire, même dans un groupe privé. Parce que les captures d'écran circulent et les informations fuitent. Tu ne mentionnes pas tes préparatifs aux voisins, même aux voisins sympas. Même quand le sujet des pénuries arrive dans une conversation. Même quand la tentation est forte de dire « je suis prêt ». Et si quelqu'un te pose directement la question, réponse courte, vague, banale, ne donne jamais d'indice sur ton stock. Visualise maintenant cette scène, il est 22 h, la crise dure depuis 4 semaines. On frappe à ta porte, c'est ton voisin de palier que tu connais depuis 5 ans. Il a 2 enfants et il a perdu énormément de poids. Et il te regarde droit dans les yeux puis il te dit « aide-moi ». Dans son regard menaçant, tu peux lire ceci: « Si tu ne donnes pas, je viens chercher moi-même. Ce moment-là, tu ne veux pas avoir à le vivre. Et la meilleure manière d'éviter ce moment, c'est qu'il n'ait jamais su que tu avais des réserves. » La discrétion, ce n'est pas de la paranoïa, c'est une protection pour toi et surtout pour les tiens. Stratégie 2, la règle des caches multiples. Maintenant, écoute attentivement. Parce que ce que je vais dire, c'est probablement l'erreur qui coûte le plus cher aux préparateurs débutants. Ne mets jamais tout au même endroit. Jamais. Le principe est simple. Tu répartis ton stock en 3 niveaux. Premier niveau, la cache principale, environ 70% du stock, dans un endroit sécurisé, difficile d'accès, idéalement dissimulé. Une cave fermée, un placard condamné, un faux plafond, mais pas dans la cuisine. Et surtout, pas dans l'endroit le plus évident de la maison.
Deuxième niveau, la cache secondaire, 20 à 25% du stock, séparée du reste. Et cette cache a une fonction très particulière, c'est ta cache sacrificielle. Si un jour tu es obligé de montrer une partie de tes réserves lors d'une fouille, d'une pression, d'une demande insistante, c'est celle-là que tu révèles. Tu sacrifies 20% pour protéger les 80% restants. Troisième niveau, la cache mobile, 5 à 10%. Ton sac d'évacuation, prêt à partir immédiatement. On y revient dans la stratégie 7. Pourquoi ce système fonctionne aussi bien? Parce qu'il transforme un point unique de défaillance en système résilient. Et surtout, parce qu'il te donne quelque chose de précieux dans une crise, quelque chose à céder. Stratégie 3, le camouflage par l'ordinaire. Quand on parle de cacher de la nourriture, beaucoup de gens imaginent qu'entend immédiatement des trous dans leur jardin, des caches secrètes, des systèmes compliqués. Mais les meilleures cachettes sont souvent sous les yeux de tout le monde. Le principe, le camouflage par l'ordinaire. Tes conserves vont dans une caisse marquée Utils, tes réserves de riz et de pâtes vont dans des contenants opaques, rangés sous un lit, dans une housse marquée, vêtements d'hiver. Tes lyophilisés vont dans des cartons. Archives 2018-2020, tes packs d'eau au fond d'une armoire, derrière un rideau, même les meubles peuvent devenir des cachettes. Banquettes coffres, lits à tiroirs, marches d'escalier creuses, ce que les magasins vendent comme gain de place est souvent parfait pour la dissimulation. Et surtout, disperse. Ne crée jamais une seule pièce dédiée au stock. Parce qu'une pièce entière remplie de réserves, c'est un panneau lumineux. Stock ici. L'objectif, ce n'est pas de tromper une unité militaire. L'objectif, c'est qu'un regard rapide ne remarque absolument rien. Le livreur, le voisin, l'ami de ton enfant, le technicien. Personne ne doit repartir avec l'image mentale, cette maison a des réserves. Stratégie 4, la sécurisation physique du logement. La discrétion est ta première barrière. Mais si quelqu'un finit quand même par savoir ou soupçonner, alors il te faut une deuxième barrière, la sécurité physique. Et je vais te dire quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Une porte d'entrée standard, sans renfort, résiste parfois moins d'une minute à une intrusion déterminée. Moins d'une minute. La porte que tu fermes chaque soir, en pensant être en sécurité, est souvent une illusion. Alors, voici les 4 niveaux à renforcer. Niveau 1, les serrures. Investis dans des serrures multipoints, des cylindres anti-perçage, des cadenas solides pour les caches. Parce qu'un cadenas bas de gamme se coupe en quelques secondes. Niveau 2, les barres anti-intrusion. Des barres métalliques posées derrière la porte. Oui, c'est peu esthétique, oui, c'est contraignant, mais ça augmente énormément le temps nécessaire pour entrer. Et dans une crise, le temps compte. Niveau 3, les alarmes mécaniques simples. Imagine, il est 3 h du matin, quelqu'un tente d'entrer par une fenêtre, un fil de pêche tendu, un trousseau de clés posé sur du métal. Bruit immédiat. Tu es réveillé, tu gagnes l'avantage de la surprise. Coût total, quelques euros. Niveau 4, les renforts de fenêtres. Les films anti-effraction ne rendent pas une vitre invincible, mais ils la rendent plus longue à casser, plus bruyante, plus compliquée. Et ça change énormément de choses. L'objectif, ce n'est pas d'être imprenable. Personne ne l'est. L'objectif, c'est d'être la cible compliquée. Parce qu'en situation de crise, les intrus choisissent presque toujours la maison la plus facile. Et ce ne sera pas la tienne. Maintenant, écoute attentivement, parce que c'est probablement la stratégie la plus importante de toute cette vidéo. Et pourtant, c'est celle que presque tout le monde néglige. Parce qu'elle demande quelque chose de difficile. Faire confiance. Pas à tout le monde, à très peu de personnes. Mais à certaines quand même, voilà la vérité. Une personne seule, même très préparée, reste vulnérable. Elle doit dormir. Elle ne peut pas surveiller sa maison 24 heures sur 24. Elle ne peut pas porter seule toute la charge psychologique d'une crise prolongée. Et de nombreux témoignages historiques montrent exactement la même chose. À Sarajevo, pendant les saqueos argentins. Au Venezuela, les individus isolés souffrent davantage, les groupes organisés résistent mieux. Ton réseau de confiance, ce n'est pas un club survivaliste, ce n'est pas une milice, c'est un petit cercle. 2 ou 3 familles maximum, des gens fiables, à proximité, avec une organisation claire. Concrètement, des tours de veille, des signaux convenus, des moyens de communication simples, des points de rendez-vous. Et surtout, une règle absolue, le groupe protège les ressources de chacun. Maintenant, comment choisir ces personnes? 3 critères, et les 3 sont obligatoires. Premier critère, la proximité. Quelqu'un qui habite à 600 km ne pourra pas t'aider. Deuxième critère, la compatibilité de vision. Des gens qui prennent la préparation au sérieux. Pas des personnes qui se moquent du sujet. Troisième critère, le plus important, le caractère sous pression. Comment cette personne réagit-elle quand une situation devient difficile? Panique, mensonge, égoïsme? Parce que quelqu'un d'égoïste dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Un petit groupe organisé vaut souvent beaucoup plus qu'un énorme stock individuel. Et l'histoire l'a montré encore et encore. Un stock alimentaire, ce n'est pas quelque chose qu'on remplit une fois pour l'oublier. C'est un système vivant. Tu consommes, tu remplaces, tu fais tourner. Mais beaucoup de préparateurs commettent une erreur énorme. Ils rendent leurs achats visibles. Imagine la scène vue depuis la rue, tous les samedis, même heure,
même voiture, toujours remplie de sacs, toujours les mêmes allers-retours. Le quartier remarque. Toujours. La rotation discrète repose donc sur 5 règles simples. Première règle, fractionner les achats. Plusieurs petits achats valent mieux qu'un énorme plein. Deuxième règle, varier les enseignes. Un peu chez Lidl, un peu chez Carrefour, un peu en ligne, un peu ailleurs. Troisième règle, varier les horaires. Pas toujours le samedi matin, parfois en semaine, parfois le soir. Quatrième règle, utiliser des sacs neutres. Pas de carton visible, pas de sacs grossistes. Cinquième règle, faire rentrer les courses rapidement. Pas de carton qui reste devant la porte, pas de déchargement interminable sur le trottoir. La discrétion commence bien avant la crise. Parfois, et il faut l'accepter, la meilleure stratégie, ce n'est pas de défendre, c'est de partir. Imagine maintenant cette scène, il est 2 h du matin, tu entends des cris dehors, tu regardes par la fenêtre, et immédiatement, tu comprends que rester devient dangereux. Tu as combien de temps? 5 minutes, peut-être moins. Alors qu'est-ce que tu prends? Si tu n'as jamais réfléchi à cette question avant, tu risques de tout perdre. Parce qu'à 2 h du matin, dans le noir, avec l'adrénaline, on réfléchit mal. C'est pour ça qu'un sac d'évacuation 72 heures est indispensable. Préparé, accessible immédiatement, toujours au même endroit, connu de tous les membres du foyer. À l'intérieur, des aliments très caloriques, des fruits secs, des barres énergétiques, des oléagineux, des lyophilisés, de l'eau ou un système de filtration portable, une lampe, un briquet, des outils, un couteau, un peu d'argent liquide et surtout, reste raisonnable sur le poids. 12 à 18 kg maximum. Au-delà, tu ne tiendras pas longtemps à pied. Et un détail essentiel, ce sac n'est pas tout ton stock. C'est la partie que tu peux sauver quoi qu'il arrive. Maintenant qu'on a vu ces 7 stratégies, revenons une dernière fois à Sarajevo. Parce qu'il y a quelque chose de très important dans les témoignages recueillis après le siège. Les historiens, les journalistes, les survivants, presque tous décrivent le même schéma. Les familles qui ont le mieux traversé ces années avaient presque toujours 3 points communs. Premier point, elles avaient anticipé. Pas forcément énormément, pas forcément avec des stocks gigantesques, mais elles avaient prévu quelque chose avant la rupture. Deuxième point, elles étaient organisées en petits groupes. Famille, voisins, réseau informel, personne ne survivait totalement seul. Troisième point, elles étaient discrètes. Profondément discrètes. Elles ne montraient pas leurs réserves. Elles ne s'en vantaient pas. Elles les protégeaient. Anticipation, organisation, discrétion. 3 mots, et si tu regardes bien, toute cette vidéo tourne autour de ces 3 idées. Ce n'est pas un hasard. C'est ce que l'histoire montre encore et encore. On arrive à la fin de cette vidéo. Et avant de partir, je veux que tu fasses 3 choses. Ce soir, pas demain, ce soir. Première chose, prends un papier ou ouvre une note sur ton téléphone et fais la liste de toutes les personnes qui savent ou pourraient deviner que tu as des réserves chez toi. Le résultat risque de te surprendre. Deuxième chose, identifie 2 ou 3 nouveaux endroits dans ton logement où tu pourrais disperser une partie de ton stock. Pas besoin de déplacer quoi que ce soit maintenant, juste réfléchir, repérer, visualiser. Troisième chose, vérifie ton sac d'évacuation. Et si tu n'en as pas encore, commençons un ce week-end, même petit, même imparfait, mais commence. Parce que la vraie préparation, ce n'est pas vivre dans la peur, c'est réduire les risques avant qu'ils arrivent. Calmement, intelligemment. Si tu ne sais pas comment le faire, j'ai rédigé un guide sac d'évacuation 72 heures, la checklist ultime à imprimer qui te montre exactement quoi faire. Lien en description. Et rappelle-toi bien cette phrase, celui qui a anticipé dort, celui qui n'a pas anticipé court. Tu n'as pas besoin de tout faire cette semaine, mais tu dois commencer, une action ce soir, une autre demain, puis une autre ce week-end, et petit à petit, tu construis quelque chose de solide. Si cette vidéo t'a apporté des outils concrets, abonne-toi à la chaîne, je publie régulièrement du contenu pratique, documenté et accessible, pour aider les familles à se préparer intelligemment. Sans paranoïa, sans fanatisme. Et laisse-moi un commentaire. Dis-moi, laquelle de ces 7 stratégies tu vas mettre en place en premier ?